Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Bienvenue dans le 6e épisode de Terres Intimes. J'espère que vous avez passé un très bel été, que vos batteries sont rechargées et que les énergies de septembre vous boostent comme jamais. Pour lancer cette nouvelle année, j'ai décidé de vous partager la voix de Serge, un homme de 48 ans qui aime la vie, les hommes et le vin blanc. J'ai souhaité l'interviewer pour sa liberté de parole et son expérience. En effet, Serge a passé 15 ans de sa vie avec un homme séropositif. Il est allé vivre à l'autre bout du monde et il adore le sexe. Ensemble, nous avons parlé de l'homosexualité dans les années 90, d'amour, de buissons et de pourquoi le mot tolérance n'est pas toujours à prendre. C'est parti. Bonjour Serge. Bonsoir Juliette. Ça va, comment tu te sens ? Bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. J'adore chez toi, comme tu sais. Merci beaucoup pour l'apéro. Vous allez peut-être entendre des verres de bière se poser sur la table. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, qu'on se côtoie. C'est vrai. Je suis vraiment très très heureuse de faire cette interview aujourd'hui, dont je t'ai parlé il y a quand même assez longtemps. Ma première question, c'est la même question pour tous les invités, c'est est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Oui. Qu'est-ce que tu appelles sexualité ? Désir, peut-être... sentir le désir à l'intérieur de toi et juste te dire qu'est-ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est que le sexe. Ouais. Vers 11 ans, 12 ans. Dans la 6e, 5e. Tu te souviens des questions que tu te posais ou pas ? En fait, je me souvenais d'être attiré par des garçons de ma classe, en fait, et des copains, mais sans que ce soit une attirance amoureuse ou sexuelle. C'est juste que je savais qu'il y avait un petit truc différent et je comprenais pas ce que c'était. Mais il y avait une attirance, en tout cas, à ce niveau-là. Et je me demandais ce que ça voulait dire, en fait. Et j'étais amoureux de filles, déjà. Mais je pense que c'était platonique. Et les garçons, j'étais pas amoureux, mais je sentais qu'il y avait plus que juste de l'amitié et j'avais du mal à comprendre. Mais c'est là où j'ai ressenti mes premiers désirs vraiment. T'avais des personnes autour de toi vers qui tu pouvais te tourner pour poser des questions ? Non, du tout. En tout cas, pas sur... Alors, tout ce qui est sexualité, oui, parce que ma mère, elle travaille dans un labo et une pharmacie, donc elle me déjà posait la graine en parlant de sexualité très légèrement. Sur comment se protéger, puis à l'école, on en parlait déjà. Par contre, sur l'homosexualité, non, parce que déjà, je me disais pas du tout homosexuel. Et puis, je me disais pas encore attiré par les garçons. Je savais juste que... J'ai même d'ailleurs un souvenir, un flashback, mais je m'en souviens très très bien d'être à la piscine, d'être en extase devant mon maître nageur. Et je savais pas pourquoi, mais je devais avoir 8 ans. Tu vois, mais je comprenais pas ce que c'était en fait. Je me disais juste, mais pourquoi je le regarde quoi en fait, sans comprendre ce que c'était en fait. Il y avait quoi comme imaginaire autour de l'homosexualité, autour de toi, dans ta famille, à l'école, dans la société ? C'était négatif. Donc pour moi, je pouvais pas m'identifier à ça en fait. Pour moi, l'homosexuel, c'était le PD, c'était toute l'image négative en fait qu'on pouvait en avoir. C'était évidemment tout ce qui était le sida après. C'était le monde de la nuit aussi. C'était surtout la prostitution, la drogue et tout ce que j'entendais parler en fait, c'était toujours négatif. Donc j'ai eu du mal à m'identifier à ça en fait. Pour moi, j'ai mis très longtemps avant de réaliser que j'étais homo. Parce que pour moi, c'était pas possible. C'est pour ça que je comprenais pas ce qui se passait avec les garçons. Je me disais, mais pourtant, je l'aime bien, mais je pouvais pas m'imaginer que c'était ça, en fait. Parce que c'était pas possible dans ma tête. Non, c'est pas bien, donc c'est impossible. Et comment ça s'est fait, cette prise de conscience de « je suis homosexuel » ? Un film, c'était Philadelphia, avec Tom Hanks. Et en fait, c'était la première fois que je voyais un film avec des homos qui n'étaient pas forcément le stéréotype de la nuit avec des plumes, etc. Donc c'était le premier personnage positif en fait à mes yeux, parce que Tom Hanks a un partenaire
Et c'est la première fois vraiment où je me suis dit, mais voilà, je m'identifiais à ça en fait. Je me disais, mais voilà, c'est un mec comme les autres en fait. C'est juste qu'il aime les hommes, c'est tout. Et c'est la première fois en fait où, même si c'était lié au sida, même si tout ça, mais c'est la première fois que j'ai pu m'identifier à quelqu'un. Et t'avais quel âge à ce moment-là ? Oh là là, je sais pas, je devais avoir 18 ans ou 19 ans, un truc comme ça. C'était en quelle année ? Oh, c'est trop longtemps. Je sais pas, à Philadelphia, c'est 99, 98, donc peut-être, j'ai peut-être 20 ans, j'en sais rien. Comment ça s'est passé ton coming out ? Alors, j'ai eu mon premier copain, et puis ça s'est terminé, et il était pas très content. Donc, par vengeance, en fait, il m'avait dit qu'il irait tout raconter à mes parents. Donc à ma famille, il m'a dit, je vais prendre le téléphone, je vais appeler tout le monde, tu vas voir, je vais foutre la pagaille, etc. Et en fait, moi, pour prendre les devants, je suis allé voir ma mère et j'ai fait 3000 allers-retours, ma chambre, les toilettes, ma chambre, les toilettes, ma chambre, les toilettes, la salle de bain, en passant devant. Finalement, ma mère m'a dit, t'as un truc à me dire parce que ça fait 15 fois que tu passes là. Et en fait, je lui ai pas dit que j'étais gay, en fait, je lui ai dit que j'étais bi. Pour adoucir le truc. Alors, il faut dire que ma mère, elle est espagnole, elle vient d'un petit village du sud de l'Espagne, et elle n'est pas très catholique, mais quand même, c'est une éducation catholique, l'air de rien, même si elle ne va pas à l'église, etc. Et donc, je me suis dit, oh là là, je ne sais pas comment elle va le prendre. Et puis, et mon père, lui, il était fonctionnaire et parisien, etc. Et je me suis dit, bon, lui, ça passera. Et ma mère, j'avais du mal, en fait. J'avais du mal à lui dire parce que, voilà, c'est pas son milieu, en fait. Elle connaissait pas du tout ce milieu. Et en fait, ça a été l'inverse. Ma mère l'a accepté très bien. Enfin, j'imagine qu'elle a eu ses questionnements. Mais ça s'est très bien passé. Puis ma mère m'a dit, de toute façon, qu'elle le savait. Donc, voilà. Donc, merci, maman. Hein, attendre 10 ans pour te le dire. Et puis finalement, voilà. Et puis finalement, mon père, lui, il a eu plus de mal. Il a vraiment cru que c'était juste une passade, en fait. Voilà, c'était un moment, non, il va changer, etc. Alors que lui, il connaissait plus ce monde, en fait. Il connaissait plus le monde parisien, les boîtes, etc. Enfin, les boîtes, il connaissait quand même, il était vachement plus open. Et en fin de compte, ça a été l'inverse, comme quoi, souvent, on se fait des idées sur nos parents et ce qu'ils peuvent se dire, s'imaginer. Et ma mère l'a toujours su, je crois, de toute façon. Et ma famille en Espagne, c'est pareil. Ils ont toujours su. Et bizarrement, c'est eux qui ont le plus accepté. En fait, ils s'en fichent complètement. Donc, ouais. Et du côté de mon père l'a jamais compris. Bizarrement. Jamais. Non. Il comprenait pas. Il comprenait pas. Et c'était pas très bien perçu de son côté, en tout cas. Il s'est toujours dit que ça changerait un jour, quoi. Plus après. Mais je me suis toujours pris des réflexions. C'était pas accepté vraiment, en fait. Je pense qu'il avait un peu la honte, quoi, de dire mon fils, il est homo et tout ça. Donc il y avait un côté comme ça. Mais moi, par contre, ça m'a surpris parce que je pense, par leur éducation et leur expérience, je pensais vraiment que ça allait être l'inverse. Et en fait, ma mère, non, hyper tolérante et mon père moins, on va dire. Pas qu'il est pas il n'était pas non plus pas tolérant, mais moi en tout cas. T'es musicien ? Ouais. Au collège, au lycée, au conservatoire, est-ce que c'était facile auprès de tes amis de te sentir assumé, de t'exprimer, ou tu sentais qu'il y avait quand même une sorte de menace autour de toi ? Comment ça se passait ? Au collège, j'ai plus senti comme une menace. J'en parlais pas, de toute façon je savais pas que j'étais homo, hein, donc, mais je sentais qu'il y avait quelque chose quand même qui était différent. J'ai eu un grand amour pendant 4-5 ans. J'étais amoureux d'une fille, mais éperdument amoureux d'elle. J'en ai pleuré, etc. Mais maintenant, je me rends compte que ça devait être platonique, en fait. Mais du coup, comme je suis tombé amoureux d'elle, je me suis pas posé de questions jusqu'au lycée. Après, au lycée, je me faisais draguer par les filles, donc je connaissais pas d'homo, donc pareil, c'était un peu ma planque. Oh tiens, s'il se fait draguer, je ramenais des filles à la maison, mais c'est vraiment copine, quoi. Donc les voisins, mon père était content, il a ramené une fille à la maison. En fait, pas du tout. Et puis, je dirais pas une menace, non, mais je sentais que, voilà, il fallait quand même y aller doucement et pas en parler. On pouvait pas en parler, en tout cas, ça c'est sûr. Quel souvenir tu gardes de tes premières expériences ? Amoureuses ? Amoureuses et sexuelles. Sexuelles, très bonnes. Très bonnes. Mes premières expériences,
J'ai eu le luxe, en fait, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas l'expérience de tout le monde, de choisir mes partenaires et de faire ce que j'avais envie avec, en fait. Vraiment, j'ai choisi tout ce que j'avais envie de faire. J'ai jamais fait parce que je devais le faire, ou pris par le temps, ou parce que les copains le faisaient. Enfin, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire quand j'en ai eu envie. Et ça, je pense que ça a changé la mise, en fait, au niveau des relations. J'ai toujours eu, même mon premier partenaire, j'ai toujours eu des partenaires qui étaient hyper patients. Donc, était toujours bienveillant, etc. Donc, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, très bons souvenirs. Toujours, d'ailleurs, j'ai vraiment pas beaucoup de mauvais souvenirs. Très vite, tu as rencontré Joe, dont tu es tombé amoureux. Ouais. Et tu l'as suivi aux États-Unis. C'est ça. Comment est-ce que tu as vécu ce début d'histoire et ce départ ? En fait, j'ai rencontré Joe à Paris. Et puis, on a eu... Donc, lui, il est américain. On a eu une relation de longue distance pendant 1 an et demi quand même. Et puis au bout d'1 an et demi, en fait, on a décidé, si on veut rester ensemble, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Et j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Donc j'ai pris 3 années sabbatiques, mise à disposition, que j'ai renouvelé 3 ans. Et puis ça s'est bien passé. En fait, c'était un peu mon test de dire est-ce que la relation va marcher ou pas. Je ne pouvais pas tout lâcher. Et au bout de 3 ans, j'ai vendu mon appartement, j'ai lâché mon poste et je suis parti là-bas. Et effectivement, on est resté 15 ans ensemble. Comment est-ce qu'il t'a dit qu'il avait le sida ? Quand ça a commencé à être sérieux. En fait, au début, on s'est rencontrés, ça se passait bien. Moi, je parlais pas très bien anglais. Donc, c'était, on va dire, une relation épistolaire, quoi. C'était les emails, à l'époque des emails, le téléphone. Il a senti que, vraiment, qu'il y avait un truc, on était amoureux, etc. Et avant que j'aille lui rendre visite, en fait, on s'est rencontrés au mois de mai-juin. Et je l'ai revu en été, donc juillet, août. Et avant que j'aille là-bas, parce qu'on se parlait beaucoup, on sentait que, moi j'étais complètement fou de lui. Et là, il s'est dit, c'est sérieux, il faudrait quand même que je lui dise. Et c'est pas lui qui me l'a dit, parce que moi, honnêtement, j'ai fait 8 ans d'anglais, mais une conversation, je pouvais pas la tenir, en fait. J'étais vraiment une brêle là-dessus. Et du coup, c'est les amis qu'on avait en commun à Paris, en fait. J'avais rencontré des amis à lui à Paris qui m'ont dit, il me dit, il voudrait quand même que tu saches que, il est séropositif, etc. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris. Comment t'as réagi ? Honnêtement, ça m'a pas choqué, en fait, parce que j'étais amoureux de lui. Donc, je suis tombé amoureux de la personne et pas du malade, en fait, pas du virus, pas du sida, en fait. Donc, pour moi, c'était comme si... alors, je me suis quand même renseigné, parce que pour moi, c'était... je savais ce que c'était, etc. Mais je voulais savoir s'il était mourant, s'il était sous thérapie, est-ce qu'il prenait soin de lui, etc. Donc, c'est les simples questions que j'ai posées. J'ai dit, mais t'en es où, en fait ? Ça veut dire quoi, en fait, au niveau de ta santé ? Et puis, il m'a dit où il en était. Et après, je suis passé à autre chose. Pour moi, c'était comme si, je sais pas... Puis de toute façon, on est à l'abri de rien. On peut rencontrer quelqu'un et puis ils ont le cancer l'année d'après. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, pour moi, c'était pas un obstacle, tout simplement. Alors, pour la petite note, le sida, il a été mentionné pour la première fois le 5 juin 81. Il n'y a toujours aujourd'hui pas de vaccin, mais il y a des traitements qui permettent de ralentir sa progression. C'est ça. Tu me dis s'il y a des choses qui ne sont pas claires. C'était important pour moi de faire cette interview, car il y a énormément de fausses croyances sur les couples ou les relations où le VIH est présent. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi et pour vous de vivre avec ce virus ? Alors moi, pour ma part, j'ai eu un peu l'attitude de prendre du recul et d'être en déni. Personnellement, en tout cas, on va dire sexuellement, on va aborder ça comme ça, pas grand-chose de différent, sauf qu'on devait se protéger. Donc, on se protégeait. Quand il y avait pénétration, on se protégeait. Et c'était la règle, c'était comme ça. Et en gros, c'est la seule chose qui a changé, en fait, parce que j'imagine que peut-être, au bout d'un certain temps, ce serait peut-être plus protégé dans une relation sérieuse. Mais il n'y a que ça, en fait, qui a changé. Et puis, par rapport à son état de santé, il n'était plus vraiment contaminant. Donc, ces nombres étaient tellement bas qu'en fait, j'imagine que même sans m'être protégé, j'aurais eu peu de chance, en fait, d'être... Et, puisqu'on rentre dans les détails, puisque je suis actif, d'accord, donc vu que c'est moi qui faisais, en fait, qui le pénétrait en général, il y a déjà moins de risques là-dessus. Bon, on se protégeait quand même, parce qu'il y a toujours un risque, de toute façon. Et c'était une règle d'or, on va se protéger, on ne voulait pas prendre de risques, c'est tout.
En dehors de ça, au début, ça m'a vraiment pas du tout posé de problème. Ça a commencé à poser problème au fur et à mesure des années parce que lui, ça faisait déjà un bon nombre d'années en fait qu'il était sous thérapie. Donc il a changé de traitement je ne sais combien de fois. Ça l'a affecté physiquement parce qu'il a dû arrêter de travailler à un moment donné, ce qui a été terrible pour lui. Mais du coup pour le couple aussi, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est très intelligent, qui fait plein de choses, qui aime bien être investi. Et d'un seul coup de se dire je peux plus travailler. Et en fait, je pense que le stéréotype... Enfin, je pense que ce que les gens ignorent, c'est que aujourd'hui, je crois qu'on a un peu l'impression « Ah, c'est pas grave, on peut le soigner, on n'en meurt pas ». Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des effets secondaires, en fait, qui peuvent être aussi terribles, en fait, sur la santé. Et c'est le problème. Les gens, en fait, de sa génération, en tout cas à lui, ne meurent plus du sida, en fait, du virus. Ils meurent des conséquences, des effets secondaires des médicaments. Donc le foie qui ne fonctionne plus, crise cardiaque, etc., etc. Donc c'est plus vraiment le sida qui tue, c'est les médicaments. Et puis tout le monde on est tous différents. Alors il y a des amis qui prennent très peu de médicaments, et puis lui il en prenait beaucoup. Donc on n'est pas tous égaux quoi, vis-à-vis de ça. Et je crois que les gens se disent allez on prend une pilule et puis c'est terminé. En fait c'est pas vrai du tout, ça peut vraiment amener des complications. Aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de personnes qui se protègent pas parce qu'elles disent que c'est pas grave. C'est ça que tu leur dirais, c'est qu'on sait pas comment elles vont réagir. Exactement, ouais. Et puis c'est toute la vie après. C'est ça le problème. Parce qu'un jeune de 20 ans qui va pas se protéger, qui va devenir séropositif, il faut penser que pour l'instant, il n'y a pas de remède. Donc, il ne sera pas guéri. Mais ça veut dire que pendant les 30-40 prochaines années, il va falloir qu'il prenne des médicaments. Et ça a forcément un effet sur le corps. Et c'est ce qui lui est arrivé à lui. Alors maintenant, il y a des choses qui sont plus développées. Mais c'est le problème, c'est ce qui lui est arrivé. Il était très malade. Et puis, il a de la chance, il est encore en vie. Il y a beaucoup de gens qui sont plus en vie à cause de ça. Et de ce que j'ai vu, moi, dans mon entourage... c'est pas agréable quoi, dans le quotidien. Quand on perd toute sa masse graisseuse, on fait des injections au niveau des joues parce qu'on n'a plus de gras, on n'a que les os. Il y a plein d'effets secondaires en fait dans le quotidien en fait, au point même d'arrêter de travailler. Et en fait, je pense que les jeunes, c'est un peu le problème quoi, c'est qu'on a dédramatisé la chose en se disant on va prendre une pilule et puis c'est tout. Alors que non, il faut quand même continuer à se protéger parce que ça part pas comme ça. Et puis on peut traîner ça pendant des années. Donc c'est dommage que les gens prennent ça à la légère maintenant. Et à l'époque où vous vous êtes mis ensemble, il y avait quoi comme ambiance autour du sida et de l'homosexualité ? Est-ce que tu trouvais qu'il y avait énormément de fausses croyances ? Est-ce qu'il y avait des peurs qui étaient nourries ? Comment tu t'es sentie ? Moi, je me souviens, à mon époque, on assimilait beaucoup le gay au sida. C'était encore quand même... alors, je parle de ça il y a 20 ans. Je me souviens que forcément, si on ne se protégeait pas, on allait attraper le sida. C'était un peu cette croyance-là. Bon, il y a eu un traumatisme quand même. Par exemple, lui, il a perdu 2 partenaires quand même. Avec qui il avait de longues relations, il les a perdus les 2 du sida quand même. Donc pour lui, c'était quand même un big deal. Moi, j'ai pas connu ça en fait. C'était mon premier partenaire, en tout cas à ma connaissance. Les autres, je sais pas. Mais comme je me protégeais, la question ne se posait pas. Et pour moi, il y avait quand même ce truc de... c'est quand même les homos qui ont le sida, ça ne nous concerne pas trop, alors que c'était pas vrai, mais on avait quand même des traces de ça, en fait. Et le fait qu'il ait le sida, je trouvais que ça choquait moins parce que c'était un homo. C'est presque normal, en fait, de sa génération qu'il ait le sida. Oui, il a vécu dans les années 80, 90, forcément, il a le sida. Et je sais pas, je trouvais ça... on stigmatisait beaucoup les gens comme ça. Et le problème, je trouve que c'est que on a beaucoup... de mon expérience, ce que j'ai regretté, c'est qu'on jugeait les gens par leur apparence. C'est-à-dire qu'on ne se protège plus en disant « Ah mais non, tu vois, regarde lui, on voit qu'il est malade. » Alors que c'est complètement idiot en fait. Mais ça ne se voit même pas. Sauf quelqu'un qui est malade depuis très longtemps. On peut le voir. Mais il y a des gens qui seront séropositifs, qui ne le savent même pas d'ailleurs, et ils sont en très bonne santé.
Donc ça peut se déclencher bien plus tard. Et c'est ça le problème. Et c'est là où les gens se disent... Et j'ai souvent entendu ça, moi. Ah non, il a l'air malade. Alors, tu sais, en fait, ça se trouve, il n'est pas du tout malade. Et puis celui avec qui tu es allé hier soir, voilà, c'est ça. Et puis lui, par contre, tu vois, il a l'air en pleine forme, mais il est vraiment séropositif, quoi. Et ça ne se voit pas. Et les gens ont cette image, en fait, de la personne, homme ou femme malade, forcément, enfin, ça se voit, voilà, qui est tout maigre ou je ne sais quoi. Alors que non, c'est faux, c'est complètement faux. Moi, je sais que la plupart des gens que j'ai connus qui avaient le sida, j'aurais jamais deviné. Et pourtant, je vivais avec quelqu'un qui était séropositif. Donc, c'est ce qui m'avait marqué, en fait, qu'on stigmatisait comme ça, on mettait les gens, eux, voilà, ils sont malades, donc, mais avec eux, on peut faire ce qu'on veut, parce qu'ils n'ont pas l'air malades. Et ça, je me souviens, ça m'avait marqué. Je me disais, mais en fait, c'est n'importe quoi. Enfin... Moi, ce qui me fait peur, c'est... j'ai un exemple qui est assez révélateur, c'est que j'étais avec quelqu'un il y a pas mal d'années, et je voulais faire les tests parce que j'ai grandi avec des personnes comme toi autour de moi, donc il y avait quand même cette conscience qui était là. Et ce sont les parents du garçon qui ont refusé qu'il fasse le test parce que je devais lui faire confiance. Ah ouais. Et il y a quand même beaucoup... Dans les proches, c'est non, mais tu peux me faire confiance, t'inquiète pas, etc. Et pour moi, c'était vraiment non, mais en fait, même c'est cool pour soi de faire des tests et être sûr que tout va bien, parce que quand on va se faire tester, il y a 50 000 maladies qu'on teste. Et je me suis dit, si même les parents commencent à mettre des freins, on va pas s'en sortir, quoi. C'est comme le port, c'est comme le préservatif. Si tu demandes de mettre un préservatif, c'est que c'est forcément t'as quelque chose à cacher ou t'es malade. Alors que non, en fait, je veux juste me protéger. Je te connais pas, je sais pas ce que tu as fait. Et moi, je pense que de toute façon, si quelqu'un remet en question le préservatif, c'est niette. Il n'y aura rien sans préservatif. Ça veut dire qu'il l'a fait avec la personne d'avant et que donc il ne se protège pas. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des situations saugrenues, quoi, en fait. C'est bête, c'est de se dire, mais confiance en quoi, en fait c'est pas écrit sur le front, c'est pas... Et il n'y a pas que le sida, de toute façon, il y a plein d'autres maladies. Donc, je veux dire, on est focalisé sur le sida, mais il y a plein d'autres choses. Et les hépatites, etc. Et donc, pour moi, quelqu'un qui va me dire « Ah bon, tu veux mettre un préservatif ? Alors, c'est que tu caches quelque chose ?» Eh ben, en fait, merci, au revoir. Voilà, quoi, parce que... Ciao, voilà. Parce que ça veut dire que tu le fais jamais avec le préservatif. Donc, et si tu es avec moi, ça veut dire qu'avec la personne d'avant, c'est terminé. Donc, tu la connaissais depuis combien de temps ? Et puis, donc, c'est impossible, en fait. C'est vraiment pas possible. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas mettre le préservatif. Mais on peut pas imposer à l'autre. C'est pas une question de confiance, le préservatif. C'est justement rendre service à l'autre et dire, mais... En fait, voilà, je te respecte, donc forcément, je vais mettre... Pour moi, c'est une question de respect, en fait. Je te connais, c'est la première fois qu'on fait ça. Tu me connais pas tant que ça. Enfin, voilà, tu connais pas tout mon passé, et puis t'en sais rien. Et je vais pas faire un test, de toute façon, devant toi aujourd'hui. Donc, on met le préservatif. Et puis, si on se revoit que tu veux que je fasse un test, on fera un test si tu veux. Mais même ça, je trouve que c'est pas terrible. L'été, je crois qu'il y a une idée de 3 mois. C'est-à-dire, si on tombe malade et qu'on se fait tester tout de suite, c'est pas détecté, il faut attendre vraiment 3 mois. Exactement. Moi, je suis partisane. Enfin, je sais que ce qui est juste pour moi, si la personne ne veut pas mettre de capote, bon, ciao. En fait, c'est juste, moi, c'est pas négociable. Donc, si c'est pas juste pour toi, autant on passe pas un moment ensemble, quoi. Je comprends même pas d'ailleurs qu'il y a négocié, en fait. Mais j'ai un pote, disons qu'il a beaucoup papillonné, et en fait, il disait, mais je comprends pas, les femmes avec qui je couche, elles me disent, non, mais t'en fais pas, je prends la pilule. Et lui, il est là, non, mais c'est c'est super, et c'est pas juste ça. Et donc, c'est vraiment, je trouve, il y avait, je crois, des chiffres qui montaient quand même pas mal dernièrement sur le sida, parce qu'il y a moins de sensibilisation, où justement, on pense qu'on n'en meurt pas. Mais c'est pour ça que je trouvais ça important d'en discuter, c'est que non, c'est une réalité et c'est une grosse réalité. Et faut pas dire c'est pas une règle, mais si on sent que c'est vraiment juste pour soi de mettre le préservatif, c'est un domaine dans lequel on ne peut pas négocier avec soi-même, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut être sous PrEP. Donc on prend cette pilule avant et après. Ou alors on la prend tous les jours, ça dépend le nombre de fois. Si on sait qu'on va avoir un plan sexe, et puis on peut prendre cette pilule et soi-disant... Mais c'est toujours pareil. On est plus ou moins protégé du sida, oui, mais tout le reste,
En fait, ça ne protège de rien du tout. C'est pas comme un préservatif. Il y a des gens qui font ce choix-là. Après, si deux partenaires sont d'accord et qui décident on va prendre le risque, etc., c'est leur affaire. On va pas juger, voilà. Mais de dire à quelqu'un ah ben non, fais-moi confiance, mais en fait j'ai pas à te faire confiance, je te fais confiance puisque déjà je vais avoir une relation avec toi, donc c'est que voilà, je t'aime bien un petit peu déjà. Mais pour moi c'est plus une question de respect, et le test il doit venir quand on est dans une relation suivie et que voilà, on va être sérieux, allez on va faire tous les deux le test. Je trouve même que c'est une preuve d'amour quelque part, on fait tous les deux le test, pas que moi. On le fait tous les deux et puis on décide d'être fidèle ou en tout cas, si on ne l'est pas, de se protéger. Moi, ma mère qui travaillait en labo, c'était souvent le problème de couples qui venaient, qui faisaient le test, qui étaient séropositifs et l'autre avouait, je suis allé... Il ne comprenait pas parce qu'il disait, mais je ne comprends pas, je ne suis pas allé voir ailleurs. Et l'autre avouait, oui, je suis allé voir ailleurs et je ne me suis pas protégé. Et donc, de là, moi, dans ma tête, je me dis, en fait, non, il n'y a pas moyen, quoi. C'est comme ça, et puis c'est tout. Pour moi, c'est simple, en fait, c'est de la civilité. C'est tout, quoi. On va faire les choses bien pour que tu sois protégé. Et puis, si la personne remet ça en question, c'est qu'elle ne tient pas à vous, simplement. Si elle est prête à prendre un risque, c'est qu'il y a un truc louche, quand même. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre de préservatif, c'est qu'il y a un truc louche. Ouais. Et puis, tu n'es pas safe, en fait, puisque tu me le dis à moi, voilà... Alors moi, j'ai jamais eu ce problème. En général, les mecs ont toujours voulu, en tout cas... Puis on n'est pas toujours dans la pénétration ni rien, quoi. Oui, donc, surtout. Voilà. On va pas juste être concentré sur la pénétration. Mais justement, en revenant sur la question du sexe, est-ce que tu as senti une vision ou une approche de la sexualité différente en France et aux États-Unis ? Alors moi, j'étais à Los Angeles, donc je dirais pas au niveau de la sexualité, mais du look. Voilà, donc les mecs qui font du sport, etc. Voilà, j'allais à la gym et compagnie, donc il y avait un look qui était un peu différent, qui était vraiment le stéréotype gay un peu de la Californie. Au niveau de la sexualité, j'ai trouvé les Américains un peu plus puritains, mais en privé, pas du tout. Je trouvais que c'était une image comme ça qu'on se donnait et finalement, voilà, on est aussi cochon à Los Angeles qu'à Paris, quoi. C'est tout, en fait, c'est tout. Après, au niveau des pratiques, non, aucune différence. Okay. Aucune différence. J'aimerais justement déconstruire une croyance. T'en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que tous les homosexuels pratiquent la sodomie ? Non, pas du tout. On va dire que dans la moitié de mes relations, il n'y avait pas de pratique anale, en fait. On peut être actif. Par exemple, moi, je suis actif. J'aime pas du tout être passif, d'accord ? Donc, je peux tomber avec un actif. Si je tombe avec un actif, en fait, il n'y a pas que le sexe dans une relation. On peut tomber amoureux de quelqu'un. Donc, forcément, ça ne va pas rentrer en compte. Donc, on va faire autre chose. Mais il y a des gens qui n'aiment pas tout ce qui est sodomie, comme ils n'aiment pas la fellation, par exemple. Là, il y a des pratiques qu'on fait, il y en a d'autres qu'on ne fait pas, ou qu'on fait beaucoup moins aussi. Par contre, je trouve qu'on est vachement plus ouvert à ce niveau-là. Enfin, ouvert sur ce thème. Sur ce thème. Mais non, mais sur ce thème, on est vachement plus quand même open, dans le sens où on s'assume quand même plus. C'est moins tabou que chez les hétéros, quoi. Ouais, de pas aimer la pénétration, tu dis à un mec j'aime pas la... Ah non, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Voilà, c'est ça. Un hétéro, pourtant il a une prostate, hein, comme les homos, c'est pareil. Mais c'est encore hyper tabou. Et chez les homos, je trouve qu'il y a encore ce tabou quand même de la pénétration. Forcément, si on est le passif, comment on est la folle, on est l'efféminé, etc. Ce qui n'a rien à voir avec ça. Il y a tous les styles, quoi. Il va y avoir le macho, le viril qui va aimer ça. Il va y avoir aussi les efféminés qui vont aimer ça. Mais en fait, c'est vrai, moi j'ai connu des efféminés qui étaient super actifs. Donc voilà, il n'y avait pas moyen là, hein, d'accord. Et puis j'ai connu des mecs qui étaient hyper machos et puis qui se sont retournés, quoi. Donc et c'est vraiment, en fait, actif, c'est quand tu pénètres, et passif, c'est quand tu reçois la pénétration. C'est ça. En fait, je pense que la règle, mais ça, c'est une règle, hein, la règle, quand tu es actif, c'est que tu pénètres la personne et tu lui fais la fellation. C'est-à-dire que tu t'occupes de ton passif, en gros.
Ceci dit, il y a beaucoup de passifs qui adorent faire des fellations aussi, d'accord ? Mais c'est vrai que c'est souvent l'image que l'actif, il va donc faire il va faire la pénétration et le passif va faire la fellation. C'est-à-dire cette idée de soumission, quoi, à chaque fois, alors que logiquement, c'est pas ça. L'actif s'occupe du passif. Mais évidemment, dans le jeu, on fait de tout, quoi. Il n'y a pas de règles précises. Mais non, tout le monde ne fait pas la sodomie. D'ailleurs, loin de là. Hein. Loin de là. Il y en a qui adorent ça, et puis il y en a qui n'aiment pas du tout ça, quoi. Et c'est pas attribué, en tout cas, au monde gay, quoi, en fait. Je pense que c'est attribué à la sexualité en général, sauf que c'est vrai qu'on assume plus, nous, ce côté-là, quoi. Parce qu'on s'en fout, quoi, en fait. On se fait plaisir et puis c'est tout. Et moi, je sais que j'ai connu quelques hétéros qui... c'était impossible, où les copines ont essayé de leur faire. Et en fait, c'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé, c'est parce que c'était pas possible. Pour eux, c'était « Ah mais non, ça veut dire que je suis gay, etc. » Je dis « Mais où est le rapport, en fait ? Stimuler la prostate, ça n'a rien à voir avec le fait d'être gay. C'est un plaisir sexuel. C'est comme une femme, en fait. On va stimuler le clitoris ou je ne sais quoi. Oui, je ne sais quoi. Enfin, Je ne connais pas ce terrain-là. Je ne connais pas ce terrain-là, donc j'imagine que c'est comme ça. Mais justement, j'ai fait une interview avec Nina la semaine dernière, qui est lesbienne, bisexuelle, mais qui aujourd'hui se définirait plus comme lesbienne, et qui m'a dit qu'elle trouvait que le fait d'être homo impliquait une certaine introspection, parce qu'on ne rentre pas spécialement dans le cadre hétérosexuel qui est les normes, en fait, qui sont établies, qu'on essaie de déconstruire, mais qui sont assez féroces. Et qu'elle va justement rechercher son identité, mais aussi rechercher ce qu'elle aime dans la sexualité, et que ça crée finalement une polyvalence qui est plus développée, une modernité qui est plus facile. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Déjà, moi, j'ai dû déstructurer la sexualité comme je l'ai entendue, comme je l'ai vue, et ce que j'en ai compris, en fait, parce que j'avais... La seule vision que j'avais de la sexualité, moi, c'est la sexualité hétérosexuelle. Donc, on fait ça comme ça, on fait ci, on fait ça. Et quand je suis devenu, quand j'ai les premières fois que je suis allé avec les mecs, c'est pas ce que j'allais faire, en fait. Donc, il n'y a pas de vagin, il n'y a pas de poitrine, il n'y a rien de tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais, en fait, moi ? Parce que moi, à l'école, de quoi je parlais ? Ah là là, elle a des gros seins. Enfin, les copains, c'était ça, en fait. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je suis avec un mec. Et donc, il a fallu que je mette tout à plat et que je recommence à zéro et de me dire, mais en fait, qu'est-ce que le plaisir ? De quoi j'ai besoin ? De quoi lui, il a besoin ? Parce que c'est pas une fille, c'est un garçon. Et du coup, c'est vrai que ça a créé peut-être, on va dire, je me suis émancipé un peu plus. Et je crois qu'il y a peut-être une tolérance un petit peu qui est différente, en fait. Je pense que, bêtement, j'en sais rien. Peut-être que si j'avais été hétéro, si j'avais renié, en fait, mon côté homosexuel, j'aurais vraiment une sexualité très, très pauvre. Parce que je me serais cantonné à ce qu'on m'avait dit, et puis basta. Puis j'aurais pas aimé, donc voilà. Et le fait d'être homo, j'ai dû réapprendre et du coup, m'ouvrir un petit peu quand même à d'autres choses, en fait. Vraiment découvrir, essayer d'aller chercher le plaisir. Et du coup, c'est vrai que moi, au niveau de la sexualité, je suis pas des trucs... mais je suis très open, en fait. Je comprends que les gens peuvent aimer des choses un peu bizarres, enfin, ce que nous, on appelle bizarre. Ou je me dis, mais en fait, il y a du plaisir dans tout. Il y a vraiment du plaisir dans tout. Et c'est à ça, moi, que j'avais du mal au début. Je jugeais peut-être un peu aussi quand j'étais plus jeune. Je me disais, oh, mais non, mais ça, c'est nul. Non, mais ils sont bizarres. Pourquoi ils font ça ? Et en fait, je me suis rendu compte que ma sexualité, elle a quand même changé. Elle a évolué. Or, je sais pas si c'est parce que je suis homo, mais je pense que, ouais, ça a apporté quelque chose en plus, en fait. Le fait de me dire... en fait, puisque moi, j'ai pas de règles, parce qu'il n'y avait pas de règles, en fait. On parle pas de la sexualité homosexuelle, à part que, moi, quand j'étais plus jeune, c'était des pervers qui sodomisent, et puis c'était ça. Ils font ça dans les buissons, ce qui est d'ailleurs génial, dans les buissons. Non, mais... t'enlèveras ça. Ah non, je le garde. Tu peux le garder. Mais du coup, c'est vrai que j'ai dû réapprendre vraiment, quoi, tu vois. J'ai vraiment dû réapprendre, quoi, et découvrir la sexualité comme ça, un peu différemment, en fait. En plus, j'avais vraiment une image un peu sale, quoi, quand même. C'était parce que c'était jamais positif, en fait. C'était toujours bizarre, ou c'était toujours...
lié à la perversion, en fait. C'était ça, je me souviens, le premier film que j'ai vu, enfin, je l'ai même pas vu en entier, d'ailleurs, j'ai vu des extraits, c'était Les Nuits Fauves. Et pour moi, c'était la première expérience visuelle, en fait, de l'homosexualité. Alors, je crache pas dessus, voilà, ça existe, il y a des gens qui aiment ça, et puis chacun... Mais quand on est jeune, et que c'est notre représentation, en fait, de ce que nous, on pense être, on se dit, mais attends, c'est pas possible, ça peut pas être que ça, en fait. Alors que l'éducation hétérosexuelle, vous avez des séries, il y a le bisou, il y a tout ça. Moi, j'avais pas tout ça, en fait. Donc, je suis passé à, mais qu'est-ce que je dois faire à, mon Dieu, il faut que je fasse ça maintenant. Donc, j'ai eu du mal, en fait. J'ai eu du mal à m'assumer sexuellement au début parce que il a fallu que je fasse tomber tous ces stéréotypes et puis reconstruire ma sexualité et me dire mais en fait je peux avoir une sexualité aussi normale que les autres, en fait normale, en fait avoir une évolution, en fait sans que ça rentre dans du glauque tout de suite, en fait dans l'extrême. Bon, après je suis devenu cochon et tout ça, mais c'est quelque chose que je peux pas dire que j'envie, parce qu'en tant qu'hétérosexuel ma vie est quand même beaucoup plus simple, et voilà, c'est quelque chose que je nie pas du tout, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'on m'a mis une prison dans la tête de commencer une relation hétérosexuelle. Et si tu jouis pas après la pénétration au bout de 3 minutes, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est quand même hyper carré, quoi. Et aujourd'hui, ce que j'adore, et d'ailleurs c'est des mouvements qui sont portés par des lesbiennes et des homosexuels et des féministes, c'est vraiment ce côté déconstruire la relation hétérosexuelle qui est tellement cadrée. Et surtout pour les femmes. Ah non, mais c'est... Surtout pour les femmes. Hein. Enfin, pour les garçons aussi, d'ailleurs. Hein. Les garçons sont dans la... C'est la performance, quoi. C'est la performance. Et t'as raison, la fille, une fois qu'il y a la pénétration, mais je comprends pas pourquoi t'as pas joui, quoi, en fait. Et c'est hyper compliqué. C'est pour ça que je pense que la sexualité, c'est compliqué pour tout le monde. C'est vraiment compliqué pour tout le monde. Moi, j'avais pas de structure vraiment dans ma tête. Je savais pas comment j'allais développer ça. Mais c'est pas plus mal finalement, parce que toi, en fait, enfin je dis toi, mais les hétéros en général, hein, je parle en général, vous avez déjà une conception de ce qui doit être. Et comme en général, c'est pas ça. Et comme en général, c'est pas ça, exactement. C'est n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi. Alors que moi, à la rigueur, j'ai dû découvrir de moi-même, en fait. J'ai dû me détacher de tout le côté négatif et rencontrer des gens, et avec les rencontres, ben voilà, ah bah tiens, ça c'est super, mais c'est vrai que j'ai pu faire mon choix, j'avais pas d'a priori, en fait, je me suis pas dit, il faut que je fasse ça, parce que c'est comme ça. Non, en fait, c'était... D'ailleurs, quand j'ai eu mon premier mec, je savais pas comment ça allait se passer, en fait. Ça s'est fait au fur et à mesure. Donc c'est ça, c'était vachement bien, parce que du coup, j'ai l'impression de découvrir sans qu'on m'ait rien expliqué avant, et c'était génial. Bon, un peu stressant comme tout le monde, quoi, mais c'était bien, en fait. C'était... je me dis, ok, et puis on a évolué petit à petit, mais j'avais vraiment... Voilà, je me suis pas dit, le mec va arriver, il va me sauter dessus, puis il va falloir que je fasse semblant, et puis... C'était pas du tout ça, quoi. Et si on imagine que là, il y a un jeune homme qui est à côté de nous et qui, comme toi, sait pas trop par où aller, il est stressé, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ou comme pratique, même si c'est un peu cru, des routes qu'il pourrait prendre avec son partenaire, son prochain partenaire? Genre, qu'est-ce que je fais? Donc, s'il a déjà un partenaire? Il a un partenaire, il s'apprête à faire l'amour pour la première fois, il a pas trop d'expérience, il connaît rien, il est perdu. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, même si c'est cru, même si, voilà, là, on... rien de cru, en fait, de laisser aller, d'y aller à l'émotionnel, en fait, que ce soit fait dans le respect, de pas y aller avec un a priori, de pas se dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça. En fait, d'y aller vraiment, de s'embrasser. S'il est amoureux, de laisser aller, et puis ça viendra tout seul, vraiment. En fait, je trouve que plus on planifie, plus on se dit, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, il va falloir que je sois bon à ça, et puis il va falloir que je lui fasse plaisir, moins c'est intense, et il n'y a plus le même plaisir, en fait. Alors que s'il est amoureux de son partenaire, mais ça se fera tout seul, il n'y a aucun... Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Je me suis pas dit, oh mon Dieu, ça y est, on va le faire ce soir. Je me suis pas mis cette pression-là. Je me suis dit, on verra bien. Et si j'ai envie, j'ai envie. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et il comprendra. Et en fait, c'est de se respecter soi-même. C'est de respecter l'autre, d'écouter et de dire, voilà, on va faire ce qu'il y a à faire. Et puis, si on n'a plus envie, on va arrêter.
Et puis, si j'ai envie d'aller plus loin, je vais te le demander. Et puis, je pense que c'est l'écoute, en fait. Voilà. Ça, c'est ton secret pour s'éclater de lit. Ouais, moi, il n'y a pas de règle. En fait, on ne peut jamais planifier parce que quand on a une relation sexuelle avec un partenaire, on ne peut pas être égoïste. C'est pas soi, on n'est pas tout seul. Donc, on est forcément à l'écoute de l'autre. Si on est amoureux d'autre personne, on veut lui procurer du plaisir, donc on est forcément à l'écoute. Si on sent que, moi j'ai envie de pénétrer, mais que l'autre, c'est sa première fois qu'il n'en a pas envie, on ne peut pas lui imposer. Donc, on ne peut pas planifier ça dans notre tête. Ce soir-là, ça se passera peut-être, ou pas. Et en fait, si j'écoute et que je le sentirai bien, quand l'autre, s'il en a envie, je le sentirai bien. Et s'il n'en a pas envie, non, pareil. Donc, il va me le dire et je vais bien le sentir et je n'irai pas jusque-là. Je ne vais pas forcer le truc. Donc, il n'y a pas de règle, en fait, s'écouter. Est-ce qu'elle t'a plu la dernière fois où t'as fait l'amour ? En gros, la dernière fois où t'as couché avec quelqu'un, est-ce que c'était cool ? Oui, non, mais... Je t'ai pris de court. En fait, alors, j'ai pas fait l'amour. Alors, attends, je reprends ma question. Est-ce qu'elle t'a plu la dernière fois où t'as couché avec quelqu'un ? Voilà, oui. Enfin, c'est pas la même chose, tu vois. Faire l'amour et un plan cul, quoi, si tu veux ça. Mais c'était cool en tout cas. Ouais. Ah oui, c'était cool. Mais moi, j'ai vraiment pas beaucoup de mauvaises expériences parce que je me suis jamais forcé à rien faire en fait. Je le fais parce que j'en ai envie. Et si je sens que l'autre en a envie, ça va forcément bien se passer. Alors, on a toujours des plans qui fonctionnent moins bien que d'autres, ça c'est forcément. Voilà, mais j'ai jamais eu de catastrophe, quoi. Enfin, sur le nombre de plans que j'ai eu, il n'y en a pas eu tant que ça, quoi. C'était rare quand même, les plans où je suis parti, je dirais c'était catastrophique, quoi. C'était peut-être une fois ou deux, quoi. Shame. Ouais, c'est ça. Non, mais si, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais c'était même pas la faute de l'autre, en fait. C'était juste que, voilà, on s'est imaginé un truc. Voilà, par exemple, tu vois, on s'était imaginé des trucs, on allait faire, on a discuté, on va faire ça, et puis arrivé sur le moment, non, en fait, non. Et tu vois, on s'est mis de la pression, et puis ça aurait pu se passer autrement, mais on s'est mis trop de pression. Tu vois, on a trop planifié, en fait, et en fait, on aurait dû boire un verre et puis attendre, quoi. Est-ce que tu l'aimes, ton corps ? Je l'ai aimé. Là, non, je l'aime pas vieillir du tout. Bon, en plus, j'ai pris du poids, mais j'aime pas vieillir. Non. Alors, j'apprends à l'aimer, j'apprends à l'accepter de vieillir. Mais non, mais j'ai toujours su que j'aimerais pas vieillir. J'aime pas vieillir. Je m'en fous ce que les gens peuvent dire. Mais si, non, j'aime pas vieillir. J'étais très bien à 25 ans et 30 ans. C'est Cher qui a dit une fois, j'ai été jeune, belle et riche. Et je suis vieille. Qu'est-ce qu'elle dit ? Et maintenant, je suis vieille. Elle dit, n'écoutez pas ce que disent les autres. C'est bien mieux d'être belle, jeune et riche, quoi. Et je suis tout à fait d'accord. Non, je suis pas mécontent, en fait. Je comprends qu'il y ait des changements à faire. Bon, là, avec le Covid et tout, je me suis en plus laissé aller. Mais ça date vraiment de la rupture. Quand j'ai rompu avec mon mec, ça a été vraiment... Avec Joe, avec mon ex. Avec mon mec, j'ai dit. Alors, avec mon ex. Non, mais c'est vraiment fini. Avec mon ex. Et là, c'est là où j'ai vraiment... je sais pas. Il y a eu un grand changement dans ma vie. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à... je sais pas si c'était une déprime, en fait. J'en sais rien. Mais je me suis un peu réfugié... En fait, j'ai arrêté le sport. J'ai arrêté plein de choses comme ça. Tout ce qui me faisait du bien, en fait. Et j'ai mis longtemps, j'ai mis au moins 2-3 ans avant de vraiment refaire surface et de de me détacher de ça, en fait. Donc, et là, je pense que j'arrive un peu au moment où, ok, maintenant, il faut que je refasse ma vie, etc. Bon, c'est pas que j'ai pas attendu 5 ans avant de refaire ma vie, mais en tout cas, ma vie sentimentale, je pense que, ouais, là, je recommence un peu à reprendre le dessus. À avoir envie. Ouais, à avoir envie d'une relation. J'ai une question, je t'en ai pas parlé, enfin, j'y pense maintenant. T'as quelle relation avec Joe ? Parce que on peut avoir des mauvaises ou des bonnes relations avec des ex, c'est pour ça que je te demande. Très bonne relation. En fait, on s'est séparés au bout de 15 ans. Bon, alors ça a été dur, etc. Mais je tenais vraiment à garder une bonne relation avec lui. En fait, je comprenais pas comment j'aurais pu être amoureux de quelqu'un pendant 15 ans.
On a vécu des choses mais tellement belles, tellement fortes, vraiment. Enfin, moi, je m'imaginais, quand tout allait bien, je me disais, on sera à la retraite ensemble, etc. Donc, quand ça s'est arrêté, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il ne fasse plus partie de ma vie, en fait. Je me disais, mais c'est impossible, en fait. On s'entend bien, on ne s'est pas séparés dans la dispute, ça n'a pas été une tromperie, ni rien, en fait. On a pris des chemins différents. Et voilà, on a décidé au bout d'un moment que ça ne marchait plus. Mais il y avait plein de facteurs aussi qui rentraient en jeu. Et du coup, j'ai vraiment tenu, j'ai insisté, lui aussi, en fait, c'était un commun accord, qu'on garderait contact, en fait. Et puis, c'est quelqu'un de tellement gentil et tellement d'agréable que c'était facile, quoi, de le faire. Mais j'ai pas eu de jalousie. Bon, il aurait eu quelqu'un... oui, j'aurais été super jaloux, j'imagine, sur le coup. Alors, peut-être que ça aurait été le cas. Peut-être que j'aurais coupé complètement les ponts avec lui pour justement pas voir ça. Mais comme il avait personne, c'était facile, en fait. On est restés amis. Voilà, on peut partir en vacances, dormir dans le même lit et il se passera plus jamais rien. Et puis c'est comme ça, mais c'est devenu un pote, quoi. Donc moi, je suis très contente de l'avoir gardé comme ami. Hier, il y a eu la Gay Pride. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi ? Personnellement, moi, je suis pas très Gay Pride. Je suis pas la Gay Pride, etc. Par contre, je pense que c'est super important. Je pense que c'est un événement... Alors, je ne sais pas si ça doit continuer ou pas, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas là pour... Mais je pense que c'est important parce qu'il faut quand même avoir une voix. Il faut être quand même représenté quelque part. Surtout qu'on ne parle plus de gay, là, on parle de transgenre, on parle de... Enfin, il y a de plus en plus de sexualité qui se développe, etc. Et on n'est pas représenté, en fait. Et même si moi, je ne suis pas très politique, aux religions, etc., mais je suis complètement conscient que sans... ces gens qui ont le courage de se battre pour des droits, pour plein de choses, en fait. L'adoption, en fait, ça comporte tellement de sujets qui sont tellement importants. Alors, la Gay Pride, c'est pas le jour de la Gay Pride qu'on va défendre ça, mais ça représente quand même des gens, en fait, qui vont lutter, et c'est une fierté de dire... En fait, c'est pas une fierté de dire « Ah, je suis gay, et puis voilà, je suis content ». C'est vraiment de dire « On existe, on est là, on n'est pas transparent ». Et puis, oui, on est fiers, en fait, on s'assume, quoi, etc. Et on fait partie de la société. Et pour moi, c'est important, c'est dans ce sens-là que c'est important la Gay Pride, même si c'est la fête, etc., c'est qu'on soit représenté quelque part, parce qu'on n'est pas représenté, en fait, au niveau des lois, etc. Et je pense que comme Act Up et compagnie, qui a été quand même pas mal critiqué, etc., mais en fait, j'ai jamais trop compris pourquoi ils ont été critiqués, parce que finalement, à chaque fois qu'ils ont frappé du poing sur la table, c'est parce qu'on les écoutait pas. Donc, à un moment donné, c'est comme Greenpeace, quoi. C'est pareil, on les critique. Ah oui, mais à un moment donné, il faut quand même faire du bruit. Et c'est ça un peu le souci, je trouve, de notre société. C'est qu'on est obligé de s'afficher, on est obligé d'aller dans les extrêmes. Et comme la Gay Pride, allez, on va défiler. Les gens, je pense, qui se disent c'est une fête, ils sont juste là contents. Et en fait, non. C'est vraiment qu'on veut être représenté. Et puis, on a des droits encore, parce qu'on est loin d'avoir les mêmes droits que les hétérosexuels. Il y a encore plein de soucis. Enfin, et puis, il y a tellement de tabous à faire tomber, quoi. Et c'est un peu le problème. Mais donc, pour moi, c'est quand même important, même si je vais très rarement à la Gay Pride, mais que je soutiens, évidemment, quoi. Mais je sais pas. Il y a un côté un peu festif qui me dérange. J'aimerais juste que ce soit plus sérieux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Tu voudrais que ce soit plus dans l'engagement, plus assumé, ouais, peut-être ? C'est ça. Ça fait au regard, je parle de pas les gens qui organisent, parce que là, en général, la plupart des gens, ils sont sérieux. Mais vis-à-vis du regard, en fait, du public. Oui. Les gens voient la Gay Pride comme c'est la fête, quoi, en fait. Voilà, c'est des gays qui vont danser, qui vont faire la fête, qui vont picoler, alors que c'est ça aussi ce jour-là. C'est comme ça qu'on le célèbre. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on sort d'un contexte où les gays, ils étaient persécutés, en fait. Stonewall, etc. Les flics allaient tabasser les gays dans les bars. On a encore mais exactement, toute la communauté transsexuelle, c'est pareil, quoi. Il y en a encore trop qui se font agresser dans la rue juste parce qu'elles sont transsexuelles. Moi, dans ma classe, quand j'ai repris la fac, là, il y a 2 ans, pour faire de l'anglais, il y avait une transsexuelle, elle me racontait qu'elle se faisait agresser juste parce qu'elle était transsexuelle, en fait.
juste pour marcher dans la rue, en fait. Et on se dit, non, mais pourquoi, en fait? Je comprends même pas, en fait, qu'elle soit transsexuelle ou pas. Déjà, de toute façon, on va pas agresser les gens. Qui s'en fout. Voilà. Mais en plus, juste parce qu'elle est transsexuelle, en fait, elle se fait insulter constamment. Moi, quand je me rends compte, quand on va dans les restaurants, les gens la regardent, mais ils parlent devant eux, même les serveurs, quoi, vont faire des commentaires. Et je me dis, mais comment c'est encore possible aujourd'hui? Donc, je pense que la Gay Pride, c'est important de représenter comme ça toutes les communautés, les minorités, quoi, en fait, et de dire, bah, on est bien là, c'est important, et puis... Et qu'on n'oublie pas, en fait, tout ça, parce que ça peut aller très vite aussi. Hein. Je pense que sans ces événements-là, il y aurait beaucoup de choses qui n'avanceraient pas aussi vite, quoi. Et puis, ça permet aussi de planter la graine chez les gens. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce milieu. Moi, je ne connaissais pas ce milieu. La Gay Pride, ça m'a permis de dire « Oh, je ne suis pas seul ». D'accord? Donc, il y a plein de jeunes. Moi, j'ai 48 ans, donc 40... Est-ce que tu pourrais effacer ça? Je dis sans faire exprès. Mais il y a plein de jeunes, par exemple, qui ont 18 ou 15, 16, 18, 20 ans, qui voient la Gay Pride et qui vont s'identifier, en fait, et qui vont se dire « Ah, mais je ne suis pas seul, en fait. » Il y a des gens qui sont encore seuls. Il y a des gens qui habitent dans des villes en France où ils sont pas mélangés à d'autres homosexuels, ils ont pas alors transsexuels encore moins, j'imagine. Et donc quand il y a la Gay Pride, d'un seul coup on se sent ça y est, on a une communauté. Donc ça, je pense que c'est important. Et plus que tout, c'est ça, c'est de faire partie d'une communauté. Je pense que c'est aussi important. Alors quand on est hétérosexuel, on s'en rend pas compte qu'on fait partie d'une communauté, mais on fait partie d'une communauté. Et de s'identifier à une communauté, ça peut quand même aider. Et peut-être les gens qui voient ça d'un regard extérieur se dire « Ah oui, effectivement, ça existe. » Et puis, je sais pas, les gens qui sont peut-être... Mon père, quoi, par exemple, voilà, qui aurait peut-être vu ça et disent « Ah ouais, effectivement... » C'est trop facile pour moi de dire ils font la fête, c'est juste la journée. Il y en a qui vont critiquer, qui vont dire voilà, ils sont tous en latex, j'en sais rien. Mais c'est trop facile de juste voir cette partie de fête. Pour moi, c'est un refus de voir l'importance du message qu'il y a derrière la Gay Pride. Et quand tu parles de communauté, il y a aussi ce truc de l'hétérosexuel, c'est quand même le neutre. Il a été défini comme le neutre de la société, donc c'est même une communauté, c'est comme si c'était la normalité, entre guillemets. Et finalement, de dire que les hétérosexuels sont une communauté, ça permet de sortir les hétérosexuels de cette base sur laquelle tout se construit. Et en fait, non, il y a plein de communautés. Exactement. Et je trouve ça super important, et la Gay Pride nous rappelle ça. Exactement. Mais une fois, j'ai eu les commentaires, je dis oui, mais pourquoi ils se mettent en cuir? Pourquoi l'autre, il se met en latex? Pourquoi l'autre, il se met en drag queen? Et la seule réponse que j'ai pu dire, c'est parce qu'ils existent, ils font partie de la société. Comme t'as des nanas hétéros qui aiment le latex, comme t'as des mecs hétéros qui aiment s'habiller en femme, comme ceci, cela, quoi, en fait. Et c'est exactement pareil. Donc, pourquoi ça choque les gens qu'en fait, ces gens-là s'affichent? Et ça fait partie, quoi. C'est nous, alors, il y a les bears, voilà, il y a les drag queens, enfin, il y a plein de, il y a le cuir, il y a le latex, il y a le S&M, etc., etc. Alors oui, ça fait un peu spectacle, en fait. Les gens se disent, ah oui, mais ça fait spectacle. Ben oui, mais ils sont là. Show, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ils sont là. Ben oui, ils existent. Ils sont là. On peut pas le nier, en fait. C'est pas, tu peux pas dire un hétérosexuel, un homosexuel, c'est comme un hétérosexuel. Et en fait, je trouve justement, c'est ça qui est riche. C'est que dans la Gay Pride, tout le monde est représenté. Donc on peut y aller en costard, comme on peut y aller en latex, comme on peut y aller en short, comme on peut y aller, et tout le monde est accepté à ce moment-là. Et c'est ça qui est beau, je trouve, de la Gay Pride, c'est de montrer aux gens, en fait, oui, on ne va pas se cacher, il y a toutes ces communautés qui existent, toutes ces sexualités différentes qui existent, et pas que gay, moi je parle de gay homme parce que moi je suis gay, voilà, mais d'autres, de toutes les sexualités en fait. Et je pense que les gens ont du mal encore avec ça. Ça me fait penser à la peur de l'introspection par rapport à la sexualité. Quand on nous montre un schéma binaire, on se dit bon, je suis là ou je suis là. Il n'y a pas de peur. Alors que quand on nous montre un spectre en nous disant vas-y, va chercher qui t'es, tu vas adorer, tu vas te trouver. Mais ça fait super peur d'aller chercher qui on est parce que là, c'est comme si on nous donne pas, c'est un peu méchant, mais on nous donne pas la béquille. Et moi, de moi-même, en autonomie, je vais aller chercher qui je suis. Et ça fait super peur. Mais ça fait d'autant plus peur si on sort du chemin et qu'on parle à des gens et qu'on se dit « Oh là là, mais ils vont nous juger, en fait. Oh, ah oui, mais elle fait pas ça. Et puis si je lui dis ça, mon Dieu. » Tu vois, ces petites réflexions qui font que... Alors qu'en réalité, mais tant pis pour eux.
tant pis pour eux, quoi. Moi, je sais que j'ai rencontré plein de mecs. Alors après, on n'aime pas, avec des pratiques sexuelles qui étaient pas... où j'étais pas habitué, en fait, tu vois. Alors, j'ai jamais jugé. Alors, en fait, c'est pas mon truc. Ou alors, je vais essayer si c'est pas trop... et puis, je vais leur dire, en fait, non, ça va pas le faire. Voilà, ça va pas le faire, en fait. Hein. Mais je reste toujours quand même dans cette hypothèse que... pourquoi pas, en fait ? Pourquoi pas ? Peut-être que j'ai cette idée de... Mais tout simple, en fait, moi, quand j'ai commencé, sodomiser, c'était pas possible. Pour moi, c'était... c'est pas fait pour ça. Je mets vraiment dans ma tête, je me disais... Alors que pourtant... Pourtant, ouais, il y a même la jouissance anale, quoi. Non, mais allô, quoi. Il y a de tout, quoi. Non, mais voilà, la jouissance anale, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas encore. Il y a des gens qui pensent que c'est pas possible. Mais non, on jouit pas. Je trouve qu'il y a des choses, c'est important, il faut essayer, il faut tester. Ouais, alors si on est OK avec ça et qu'on en a envie, pourquoi pas l'essayer ? Et après, on peut toujours dire « Ah, mais j'ai pas aimé. » Voilà, c'est pas mon truc. Et encore, même là, en fait. Parce qu'on peut le pas aimer forcément avec une personne, mais on peut l'aimer avec une autre. Donc, c'est... Moi, je prends toujours l'exemple, ça n'a rien du tout de cochon, ni rien, mais où j'étais en plein après-midi, des mois avec un mec. Alors, j'étais pas amoureux, mais alors sexuellement c'était génial et c'est un mec que je revoyais comme ça. Et un jour, je sais pas pourquoi, pendant toute l'après-midi on avait fait ça, hein, et puis on avait du vin blanc et sur la table de nuit il y avait du vin blanc et il est passé, il s'est roulé, il est passé sur moi, il a pris le vin blanc, il l'a bu et il me l'a donné dans la bouche en fait. Donc il m'a embrassé, ça m'a fait un truc, mais de ouf, quoi. Ça m'a excité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc que j'adore faire. Je m'en suis jamais rendu compte. Et j'ai réessayé plus tard avec un autre mec en me disant, ah, mais ça, il faut absolument que je le fasse. Et j'ai trouvé, et ça m'a rien fait du tout. Mais j'étais tellement déçu. Je l'ai refait une deuxième fois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était avec lui. Ouais. À ce moment-là, que ça m'a, je sais pas, ça a déclenché un truc et c'était avec lui. Mais c'est pareil, voilà, il faut aller chercher. Enfin, c'est nul comme exemple parce que c'est rien d'extrême ni rien, quoi. Non, c'est franchement. Mais c'est dans la découverte, en fait, tu vois. Tu vas avec un partenaire, tu vas aimer quelque chose et puis tu vas avoir une autre personne. En fait, tu vas pas du tout aimer la même chose qu'avec l'autre. Et c'est ça la découverte, en fait, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je vais découvrir encore ? Et puis ça, c'est génial de faire découvrir quelque chose à l'autre qui va aimer. Du moment qu'on est toujours dans le respect, tu vois, il faut toujours être dans le respect. Sinon, c'est un plaisir égoïste, en fait, qui n'est pas partagé. Dans ce cas-là, on reste tout seul chez soi. Hein. On appelle Robert et puis basta. On met des piles et puis basta. Il me reste 2 petites questions. C'est quand tu dis que tu l'as fait toute une après-midi, comment ça se passe ? C'est une question qui est assez crue, hein. Tu me dis si c'est OK. Comment ça se passe quand il y en a un qui éjacule ? Est-ce qu'il y a peut-être pas une endurance, mais une sorte de travail de repartir qui est plus présent chez les homos ou pas ? Ça peut dépendre de plein de choses. Hein. Non, je pense que ça dépend du plaisir que tu as avec la personne. Alors, si je parle de lui, par exemple, de cette personne-là, nous, on pouvait recommencer 3-4 fois. Mais c'était une connexion sexuelle, quoi. C'était un truc, c'était fou, quoi, ce mec-là. Et j'ai essayé d'avoir un petit truc romantique et en fait, c'était impossible. Je me souviens d'être assis au restaurant et de se regarder et de se dire, non, mais en fait, il faut juste qu'on couche ensemble, quoi. Et il était d'accord. Il dit, ouais, c'est vrai, c'est dingue, quoi, je comprends pas. Et pourtant, il y avait une connexion, mais quand je rigole pas, on pouvait rester 4-5 heures, quoi, facile. Mais en fait, à chaque fois, il y avait un truc qui nous faisait repartir, en fait. Bon, on prenait des petites pauses, voilà. Mais ça repartait. Par contre, c'est vrai que souvent, quand un des deux a joui, c'est mort. Ok. Voilà, je pense que c'est pas différent des hétéros. Quel dernier conseil tu donnerais aux auditeurs et aux auditrices ? Eh ben, vivez votre vie, quoi. Pas de jugement, faites ce que vous avez envie de faire du moment que c'est respectueux et puis qu'il y a un vrai échange, qu'on arrête de juger les gens pour ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas, laissez les gens vivre, quoi. En fait, il y en a marre de penser il faut faire les choses comme ci, comme ça parce qu'on nous dit que laissez les gens respirer et puis et soyez je sais pas, soyez tolérants. Mais j'aime pas le mot tolérant, en fait. J'aime pas du tout ce mot-là. Pourquoi ? J'aime pas, je sais pas, tolérant, ça veut dire j'aime pas, mais je suis tolérant, je vais t'accepter. En fait, j'aime pas du tout ça. Donc, c'est pas tolérant, c'est laisser les gens être eux-mêmes
Et puis faites ce que vous avez envie de faire en fait. Je pense que les gens, de toute façon, les gens qui jugent le plus, c'est eux qui se restreignent le plus. Hein. Donc voilà, s'il y a des gens qui se reconnaissent et qui disent je suis tout le temps en train de, ben c'est que peut-être c'est peut-être eux les misérables en fait. Ils sont jaloux des autres qui s'éclatent quoi. Non mais sérieux, c'est vrai en plus. Mais moi c'est ça mon expérience. À chaque fois que j'ai entendu des gens critiquer, je vais pas dire que les gens sont misérables, mais juste arrêtez de vous juger et peut-être aller voir la partie de vous-même qui vous juge, soignez-la et puis allez kiffer. Ah non, mais moi je suis persuadé, les gens qui critiquent tout le temps, qui sont méchants avec les autres, c'est des gens qui sont pas bien. Oui, c'est sûr. C'est des gens qui sont pas bien dans leur tête, ils s'assument pas, ils ont peur, ou alors ils sont peut-être jaloux, j'en sais rien. C'est les bullies, quoi. C'est pareil, hein, c'est les gens qui harcèlent les autres. C'est eux le problème en fait, et ils sont jaloux des autres, donc on va rejeter la haine sur les autres. Non, mais honnêtement, ouais, laissez les gens vivre, quoi. Laissez-les être qui ils veulent être, et puis si vous n'aimez pas, tournez la tête, quoi. Et puis basta. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Surtout sur la sexualité, je veux dire, il y a tellement d'options. C'est génial, le monde. Il y a tellement de gens. Et je pense qu'il y a autant d'options qu'il y a de personnes, je crois, dans ce monde. Hein. Donc, il y a un fétiche pour tout le monde. Il y a... Voilà. Alors après, on aime, on n'aime pas. Mais ça c'est notre problème. Et laissez les gens vivre leur vie, quoi. Laissez-les tranquilles. Puis soutenez-les aussi, il ne faut pas non plus être dans le déni, et puis voilà, mais voilà. Donc je retire le mot tolérance, j'aime pas du tout ce mot-là. Merci beaucoup Serge. De rien, merci Juliette. Terres Intimes est un podcast produit par et pour la plateforme Juliette fait la révolution que j'ai créée en mars 2021. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à le partager ou à me faire un retour sur le compte Instagram de Juliette fait la révolution. Merci à Théo pour le montage son, Didier pour le générique et Déborah pour le portrait de Serge. Si vous souhaitez écouter les interviews qui parlent de spiritualité et qui présentent des personnes incroyables, je vous invite à découvrir le podcast Floraison Spirit. Si vous êtes plutôt d'humeur à regarder des vidéos remplies de joie et de voyage, rendez-vous sur la chaîne YouTube Juliette fait la révolution. Bonne rentrée et à très vite.